Déjà, merci beaucoup de m'accueillir pour présenter donc Genesis. En quelques mots, Genesis est une start-up qui a commencé il y a 3 ans et qui a d'abord eu 2 ans de R&D pur, parce qu'on est une entreprise qui a un ADN extrêmement scientifique. Donc on est vraiment, pour vous dire, on est à peu près 23, je crois, aujourd'hui dans l'entreprise. Sur les 23 personnes, on en a 80% qui sont ingénieurs agronomes ou alors des doctorants en sciences du sol ou écologues et des mathématiciens. Voilà. Donc on est vraiment, c'est pour vous donner un peu le cadre. Et c'est parti en fait d'un constat que vous connaissez aussi également. Je vais commencer. Voilà, c'est que aujourd'hui 95%, on le sait, de notre alimentation dépend des sols. Et pas que notre alimentation, parce que même quand on parle d'énergie, on veut basculer, on veut sortir du pétrole, mais on parle de biocarburants, on parle d'habitation maintenant propre, et à ce moment-là, on va mettre du chanvre sur les murs. Grosso modo, on s'approvisionne avant tout à partir de la biomasse. Et dans le même temps, on sait que nos sols sont extrêmement dégradés, donc 52% selon l'ONU, on dit entre 70% selon les sources même. Les stocks de carbone des sols ont été perdus sur les 50 dernières années. Et 20% des émissions de carbone sont causées par l'agriculture. Mais en même temps, donc, le sol est probablement la solution en fait, à ce problème-là. C'est-à-dire que l'agriculture a un rôle à jouer fondamental, qui est fondamental dans la transition à venir. C'est-à-dire que sans les agriculteurs, il n'y aura pas de transition. On le sait. Donc, il n'y aura pas de transition. Moi, j'aime bien dire aussi, on habite sur la planète Terre et nous sommes des terriens. On ne vient pas des océans et on ne vient pas de Mars. Et la Terre est le lieu le plus fondamental. Donc, il faut qu'on prenne soin de nos sols, sinon on n'y arrivera pas. Donc le sol a un besoin, un problème, une solution, je disais. Et puis le sol, c'est aussi le lieu où se rejoignent les intérêts des différents acteurs. C'est-à-dire que pour un agriculteur, un sol en bonne santé, c'est aussi un sol qui va mieux résister, évidemment, aux aléas climatiques. C'est un sol qui va avoir des rendements plus constants. Mais le sol, c'est aussi le lieu où il y a le plus d'impacts environnementaux mesurables. Donc on parlait du climat avec le carbone tout à l'heure, mais c'est aussi un impact sur la biodiversité. C'est l'impact sur le cycle de l'eau. Donc il y a des enjeux économiques, mais aussi des enjeux environnementaux. Et on peut aligner en fait les différents acteurs autour de ces enjeux. Je parlais aussi des fonds, par exemple. Aujourd'hui, un fonds qui a besoin de suivre ses investissements, qui a besoin d'une mesure d'impact, qui va avoir besoin en fait de mesurer l'impact sur les sols. Et ça va nourrir aussi bien, ce sont des sols en bonne santé, vont être aussi favorables à l'agriculteur finalement qu'à l'environnement. Voilà. Donc nous, on a travaillé sur ce langage unique. On n'est pas. Alors je parlais, commencer par là. Donc, état de santé du sol révélateur de l'impact environnemental. Donc, on parlait de biodiversité. Donc, 25% de la biodiversité connue est présente dans les sols. Donc, ça, c'est quand même un point très important. Donc, peut-être même beaucoup plus. 80% donc, du CO2 mondial stocké dans les sols. Il y a un impact sanitaire à travers les intrants, un impact sur l'eau, c'est ce que je vous disais. Et donc, tous ces éléments sont très importants à un moment où on a des industriels qui ont besoin de mesurer leur impact. Et donc, sur le sol, ils vont pouvoir mesurer l'ensemble de ces paramètres. Donc, voilà, je revenais là-dessus. Donc, nous, on a travaillé, en fait, Genesis a créé un langage commun, en fait, sur le sol pour pouvoir aligner, en fait, les intérêts des différents acteurs. Comment créer un langage commun? Donc, c'est déjà trouver les bons indicateurs. On ne l'a pas fait tout seul. Je vous disais, on est une entreprise qui a un ADN très scientifique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des instituts de recherche. On travaille étroitement avec le CNRS et l'ENS en particulier. On travaille sur la biologie et sur la biodiversité avec Rothamsted en Angleterre. On a des programmes européens de développement avec le JRC, avec le JP Soil. Donc on travaille sur ces indicateurs qu'on ne fait pas tout seul dans notre coin pour trouver en fait les indicateurs qui vont le mieux incarner les fonctions du sol et avec lesquels on va donc pouvoir mieux définir si notre sol en fait est en bonne santé ou pas et s'il va dans la bonne direction. Donc aujourd'hui, c'est un schéma un peu compliqué quand on le voit comme ça et pourtant c'est pas... voilà. À gauche, en fait, nous on démarre toujours par des prélèvements de sol. On démarre toujours en fait du lien au sol. Certaines personnes aujourd'hui vous disent qu'on va pouvoir suivre la santé des sols et l'évolution de la santé des sols par du satellite. C'est pas vrai, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs ici et ils le savent. Voilà. Il y a un moment, ça se passe dans le sol. Donc, il faut recommencer par des mesures de sol. Et nous, ce qu'on va aller mesurer dans le sol, en fait, ça va être donc des mesures d'ADN, en effet, de biodiversité, mais on va aller chercher des fonctions, donc des fonctions présentées par des gènes dans le sol. On va mesurer évidemment du carbone, mais on va caractériser ce carbone. Est-ce que c'est du carbone qui est disponible pour la plante ou pas? Est-ce que le carbone, ça va du morceau de sucre au charbon, donc il y a différents types de carbone. On va mesurer aussi évidemment le niveau de pollution, on va mesurer la réserve utile. Tous ces aspects, on va essayer d'approcher la structure du sol et on va contextualiser en fait ces mesures à travers en fait le type de pédologie du sol. Ce qui est très important, parce qu'en fait les mêmes mesures, un nombre de grammes par kilo, un taux de matière organique, etc., dans tel ou tel sol, en fait,
on ne va pas avoir la même chose. Et c'est extrêmement important de contextualiser pour pouvoir comparer ensuite. Quand on parle de mesure d'impact, ça veut dire comparer aussi les choses entre elles. Et pour pouvoir comparer, il faut contextualiser. On ne peut pas juger de la même façon un sol de la Beauce ou un sol des Alpes. Voilà, ce n'est pas possible. Donc on va contextualiser, on va mesurer tout ça. Donc on part d'analyse réelle. Puis ensuite, nous, on a aujourd'hui bâti donc, un référentiel de sol qu'on a bâti aussi avec nos partenaires européens, ce que je disais. Ça va nous permettre en fait de travailler donc, de comparer dans notre référentiel justement ces mesures obtenues. Et on va pouvoir contextualiser ces mesures pour obtenir une note qui va aller de moins 100 à 100. L'idée n'est pas de noter en disant vous êtes un bon ou un mauvais élève, c'est pas ça. L'idée c'est de voir où est-ce qu'on se situe en fait dans une logique de dynamique d'évolution et quelle est la marge de progression. Voilà, donc on va noter ces différents aspects et puis nous aussi après on travaille, donc ça c'est la partie algorithmique donc de notation, puis après il y a la partie machine learning parce qu'aujourd'hui, enfin depuis 3 ans, on a un petit peu eu tendance à transformer les fermes partenaires du projet en gruyère, on ne va pas se mentir. On fait énormément de points de prélèvement pour pouvoir couvrir l'hétérogénéité des sols, pour pouvoir avoir la mesure la plus précise possible, pour pouvoir sélectionner aussi les bons indicateurs, ceux qui vont être les plus parlants, parce qu'il y en a finalement qu'on a écartés parce qu'ils n'étaient pas capables de répondre à cette question de l'état de santé du sol. Donc on a fait énormément de points de prélèvement et au fur et à mesure, on a réduit en fait ces indicateurs et l'idée étant de pouvoir ce qu'on a scaler, en fait, étendre à travers du machine learning en fait, cette notation. C'est-à-dire qu'au lieu de noter toutes les parcelles d'une ferme, à travers certains points de prélèvement, en fait, on va pouvoir avoir une notation complète de l'état de santé. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure la santé des sols? C'est pour comprendre évidemment l'impact des pratiques. Comprendre l'impact des pratiques et ensuite accompagner la mutation agricole. Ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un défi extrêmement important, un défi environnemental, un défi de transition. Cette transition, les agriculteurs doivent être des partenaires de cette transition. Et si ce sont des partenaires de cette transition, il faut qu'ils soient rémunérés aussi pour cette transition. J'entendais tout à l'heure, vous parliez justement de la rémunération sur le produit. En effet, c'est un point, mais je pense que ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le produit qui peut... Il y a le consommateur, c'est vrai, mais il y a aussi les pouvoirs publics. Il y a le citoyen, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tous partie d'un écosystème et on peut tous, en fait, rémunérer, entre guillemets, indirectement, participer à cet effort que peuvent porter les agriculteurs. Mais pour pouvoir mettre en place en fait, ces systèmes financiers, il faut une mesure d'impact et il faut un élément de suivi. L'idée étant toujours dans la mesure d'impact de ne pas dire « oh là là, il est mauvais », c'est de dire quelle est la progression d'un point A à un point B. Voilà, c'est vraiment ça. Et de pouvoir mesurer cet impact globalement. Donc nous, en fait, on a des partenaires, des agriculteurs pilotes. On va remonter une chaîne de valeur en fait, chez un de nos clients ou de nos partenaires. On va remonter une chaîne, ça pourrait être Danone le lait par exemple. On va identifier en fait un échantillon représentatif. En fait, quand je parle d'échantillon, c'est des fermes. Donc on fait un travail statistique sur les fermes qui vont représenter le mieux en fait le type d'approvisionnement d'une entreprise comme Danone. Et on va travailler avec ces agriculteurs qui deviennent des agriculteurs. Donc ça rejoint beaucoup ce que disait Anne sur justement ces paysans chercheurs en fait. Les agriculteurs en fait deviennent des partenaires scientifiques de ce développement. Et c'est fondamental. On a besoin aujourd'hui de partager les bonnes pratiques, on a besoin de partager les bons résultats, on a besoin de comprendre les bons résultats. Et aussi les mauvais, d'ailleurs, les deux. Donc, on a ces agriculteurs qu'on fait rentrer dans notre système, qui vont être, donc on va analyser entièrement leur ferme, on va travailler avec eux, on va relever les pratiques qui ont été menées. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir créer une notation d'impact qui va s'adresser à l'ensemble de la chaîne, de la filière, de l'industriel. Je tiens à insister sur un point chez les agriculteurs, parce qu'on nous a souvent posé la question. Quand on travaille sur des analyses de sol d'un agriculteur, nous, on a fait ce choix, qui n'est pas toujours le cas, mais chez Genesis, nos données sont classées données personnelles. Donc, un agriculteur qui donne accès à sa ferme, ces données seront toujours confidentielles si elles sont transmises avec son accord. Le seul moment où on les transmet sans son accord, mais c'est de manière anonyme, c'est dans nos partenariats scientifiques. Voilà. Je le précise parce que c'est un point sensible. Ils nous font confiance, donc on travaille ensemble. Donc voilà, donc on va faire toutes ces données. Donc derrière nous, on a donc cette base de données comparée qui est extrêmement riche, avec des pratiques évidemment de plus en plus précises et l'impact de pratiques sur les sols de plus en plus précis par contexte pédoclimatique. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Donc l'agriculteur va avoir accès à toutes ces informations. Et ce qu'on va fournir derrière de l'autre côté à une entreprise qui est biosourcée, donc c'est une mesure d'impact sur sa chaîne d'approvisionnement, donc globale, donc son impact sur l'eau, sur la biodiversité, sur le climat. On va lui permettre aussi d'identifier en fait où il peut avoir, et c'est là tout l'enjeu, parce qu'il n'y a pas de transition, on le disait, pas de transition environnementale sans transition économique.
sans accompagnement économique, pardon, on va pouvoir identifier les endroits où il peut contribuer, compenser. Alors ça vous fait penser à beaucoup de choses, les crédits carbone, etc. Moi, je serais plus largement. Quand je dis chacun a un rôle en fait dans cette histoire, hein, les entreprises aussi, elles ont un rôle à jouer et elles vont pouvoir identifier les endroits où elles vont pouvoir peut-être mettre en place des paiements pour services environnementaux. Parce qu'en fait, un crédit carbone, c'est rien d'autre de plus qu'un paiement pour service environnemental. C'est un gros mot, mais c'est vrai. Donc, des paiements pour services environnementaux, donc ça peut être aussi bien sur la régénération justement d'un territoire, sur sa biodiversité, sur justement, on parlait de l'eau aussi, il y a des choses qui ont été faites sur l'eau en amont de Paris. C'est ça l'idée, c'est de les aider, d'aider l'entreprise en fait à diriger en fait des fonds vers les agriculteurs qui en ont besoin. Et puis aussi, on va, et ça dépend du type d'entreprise, ça dépend aussi de son éloignement en fait aux fermes initiales, mais parfois ils ont besoin aussi de pouvoir faire du conseil auprès de leurs agriculteurs. Et donc nous, on travaille évidemment sur des corpus de bonnes pratiques. Donc quelles sont les pratiques qui ont les impacts à nouveau les plus favorables dans un type, dans le type de ferme qu'ils ont. Voilà. Donc ça, c'est un peu le cadre global. Donc après, j'ai essayé de vous faire pour faire une démonstration de la plateforme et comment ça marche. Je vous ai fait des captures d'écran. C'est pas très joli, mais au moins ça va vous permettre de vous projeter dedans. Et puis j'ai pas regardé le temps, mais je pense que ça va. Tout va bien. On va aller vite. Bon. Donc voilà. Donc nous, on va importer un fichier PAC avec un agriculteur. Voilà, on va importer. Vous allez avoir donc ces parcelles qui vont rentrer. L'agriculteur va valider que c'est bien son parcellaire et qu'on n'est pas chez le voisin, parce que parfois on a beaucoup de surprises avec un parcellaire PAC. C'est la première chose. Et nous ensuite, on va travailler par unité homogène de sol, c'est-à-dire qu'on va déjà exercer un premier filtre. Pour savoir si on est grosso modo d'un point de vue géologique, si aussi les pratiques sont les mêmes, etc. Sur cette première cartographie, pour passer dans ce qu'on appelle des zones homogènes de sol. Donc on parle de zones homogènes. Et ensuite, on va donc aller faire des prélèvements sur ces zones homogènes que vous voyez là. Donc là, elles sont déjà notées. Sur une zone homogène, donc, on va, là on voit les noter donc 9, avec là il y a 3 critères. Alors aujourd'hui, on est même sur 5 critères différents. Donc qui sont le climat, la biodiversité, l'eau, l'érosion et il m'en manque la fertilité. On va donc aller faire des prélèvements et ces points de prélèvement, donc tout est suivi parce qu'à nouveau, je vous dis, on va construire des systèmes de rémunération en fait à partir de ces informations. On fait de la mesure d'impact, donc ça nous oblige en fait à avoir une traçabilité totale du champ jusqu'au laboratoire puis jusqu'à l'entreprise. C'est-à-dire que c'est extrêmement important avec un contrôle qualité qui a lieu à toutes les étapes. Et aussi une sélection des laboratoires avec qui on travaille, pas parce qu'il y en a des bons et des moins bons, mais simplement parce qu'on doit avoir la même fiabilité ou du moins la même marge d'erreur, quelles que soient les analyses que l'on pratique. Donc on travaille avec un laboratoire par type d'analyse, c'est très important. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont fait déjà le test d'envoyer une analyse de sol à 3 labos, ils n'ont généralement pas le même résultat. Voilà, ça fait partie des biais. Donc voilà, donc on a une traçabilité. Donc là, vous allez pouvoir sur la plateforme voir donc votre champ, là où ça a été prélevé, la profondeur de prélèvement qui est à 30 cm. Vous avez donc l'identifiant évidemment, tout est scanné, etc. Aujourd'hui, donc ce que je vous disais, c'est que nous, là, on a un contrôle qualité donc très strict. Donc on envoie les préleveurs, évidemment, les agriculteurs sont prévenus avec leur accord, etc. pour aller faire les prélèvements. Nos agriculteurs agissent en tiers de confiance. Donc, par exemple, on a signé un accord avec les experts fonciers qui travaillent pour nous, avec nous, qui sont nos partenaires, qui donc effectuent ces prélèvements parce qu'à nouveau, il faut une indépendance totale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand l'agriculteur fait les prélèvements, il ne va pas chercher les endroits où il aura la meilleure note, mais c'est plutôt le contraire, parce qu'il a besoin de savoir en fait pourquoi ça ne marche pas à un endroit, et donc il va toujours spontanément, il a un biais, il va dans les endroits les plus pourris. Voilà, donc c'est plutôt dans l'autre sens. Mais donc c'est totalement indépendant, c'est tracé, ce que je vous disais, et on va arriver ensuite donc à un score. Ce que je vous disais, il y a des mesures qui sont des mesures, on va dire, d'impact, donc sur la biodiversité, le climat, etc. Et puis il y a des mesures contextuelles. Dans quel contexte pédoclimatique? Et là, vous allez retrouver, quand vous allez avoir vos résultats, des mesures qui sont celles qu'un agriculteur connaît, en fait. Donc c'est ça ce qui est intéressant pour un agriculteur, c'est qu'il a aussi donc son triangle de texture, la pédologie, la physico-chimique, les ions échangeables. Enfin bon, ça, il est sur des résultats classiques agronomiques. Et après, on va passer en fait donc à une approche normalisée sur la biodiversité, le climat, etc. Et c'est là où on va avoir donc un autre type de résultat. Donc on va avoir un score avec une répartition, par exemple ici, les échantillons de l'exploitation. Celui qui est donc entouré en marron, c'est là où se situe cette parcelle par rapport aux autres parcelles de l'exploitation.
Et vous allez pouvoir donc commencer à rentrer beaucoup plus dans le détail sur des indicateurs qui sont des indicateurs, on va dire, moins courants, évidemment. Travailler sur les gènes fonctionnels, ce n'est pas quelque chose que l'agriculteur va dire, manie couramment, mais en tout cas, il y a des supports d'explication dans la plateforme. Donc sur le carbone, sur la pollution, etc. Et à la fin, vous avez donc un score global qui s'affiche. Alors ce que je disais, c'est que là, vous avez trois indices principaux, biodiversité, carbone, pollution, et c'est en train d'évoluer en 5 indices. Et puis, vous allez pouvoir aussi vous comparer sur un ensemble de fermes qui ont des pratiques à peu près même typologie que la vôtre. Donc, par exemple, d'autres fermes en céréales dans votre région. Vous allez pouvoir faire des sélections et voir en fait les notes en fonction des types de pratiques, des modes de production, la fertilisation, la gestion des pailles, et de voir en fait quel est l'impact, quel est l'impact de ces différentes pratiques en fait sur les scores. Donc, ça reste un outil. Nous ne faisons pas de conseils. Nous sommes là pour certifier un impact. Donc, on a clairement séparé les deux aspects, c'est-à-dire la partie certification et la partie conseil. Mais on donne évidemment à l'ensemble des agriculteurs un accès à toutes ces bases de données pour pouvoir les aider. Voilà. Donc, si on parle, parce que donc l'idée c'était de parler d'un concept marketing ou pas, donc moi je pense que l'agriculture régénératrice, ça a justement cette vertu, entre guillemets, c'est de rappeler, peut-être que c'est un concept marketing, mais ce que ça rappelle dans la question que vous posiez à cette conférence, c'est qu'en fait, il y a en effet deux bouts de la chaîne qui sont concernés. C'est-à-dire qu'il y a l'agriculteur d'un côté, et ce que vous faites et ce que les agriculteurs font au quotidien et qui est admirable. Un agriculteur, voilà, il aura quoi, 40... il aura la possibilité de faire peut-être 40 récoltes différentes dans sa vie. C'est minuscule quand on pense par rapport à un produit qu'on lance sur un marché où on va peut-être tester 200, 300, 400 fois un nouveau produit pour être sûr qu'il est performant. L'agriculteur, lui, il n'a absolument pas la même possibilité. Donc, il faut vraiment... c'est quand même un travail admirable. Donc, pourquoi est-ce qu'on construit ça ? Parce que les entreprises ont besoin d'avoir des indices aujourd'hui. Elles ont besoin de pouvoir donc communiquer sur leur impact. Elles ont besoin, c'est qu'elles sont obligées de communiquer sur leur impact. Elles sont obligées maintenant de communiquer sur leur impact. Je ne vais pas rentrer dans les points réglementaires, mais d'ici 2023, il y a énormément d'obligations qui vont arriver pour les entreprises de plus de 500 salariés, même plus de 150 bientôt, qui font qu'elles ont un devoir et une obligation en fait de communiquer sur leur impact au sens large et donc de redescendre jusqu'à l'agriculture. Donc l'idée, elles vont pouvoir communiquer à travers ça, sur l'ensemble de leur filière. Elles vont avoir aussi des données chiffrées pour pouvoir communiquer sur leur impact. Donc là, des données chiffrées, c'est combien d'hectares sont passés, ont un impact positif, moi, je ne sais pas, sur le climat, combien d'hectares sont suivis au quotidien, quelle est aussi, on va sur l'eau, sur la fertilité. Bon, voilà. Elles vont avoir des métriques, en fait, importants à mettre dans leur rapport, et des métriques fiables, puisqu'ils partent de mesures réelles. Donc ça n'est pas par rapport à tous les scandales qu'on entend en ce moment. Nous, on a pris le problème de l'impact à l'envers. On part des données réelles. Et puis, il va aussi pouvoir avoir donc, des leviers d'action, identifier des leviers d'action sur ces filières. Donc, quels sont les meilleurs leviers d'action pour pouvoir améliorer son impact, pour pouvoir, ce que je vous disais, accompagner les agriculteurs. Et puis, il va avoir aussi, et c'est important en fait pour ces entreprises, parce qu'elles cherchent à recréer un lien. Il n'y a pas que la mesure d'impact pour des rapports extra-financiers. C'est identifier justement des fermes qui sont particulièrement exceptionnelles, qui peuvent servir de modèle et qui vont pouvoir justement, on va dire, être un peu des exemples de modèles à suivre pour ces entreprises. Voilà. Et puis, on a eu une conversation, donc moi j'ai fini pour la présentation de Genesis. Juste, petite parenthèse, quand on m'a posé la question de savoir, alors finalement, vous faites des analyses, est-ce que l'agriculture régénératrice, ça marche mieux que les autres ? Est-ce qu'elle a un meilleur impact ? Je vais vous dire, je vais être très décevante. C'est pas vrai, en fait. Il y a pas vraiment... Alors, il y a des tendances peut-être très fortes sur certains aspects entre une agriculture biologique, une agriculture de conservation, une agriculture conventionnelle. En fait, ce qu'on constate, nous, depuis 3 ans, c'est que la différence qu'il y a entre toutes ces fermes, en fait, c'est le lien d'un agriculteur ou d'une agricultrice à son sol. C'est tout. On peut être en agriculture conventionnelle et avoir d'excellents résultats. Voilà. Et on peut, de la même façon, faire des choses pas du tout bien en pensant faire bien. Bon, bref. Voilà. Donc moi, c'est je ne sais pas s'il existe un concept, mais bon.
Merci Adrienne de Malray. On manque vraiment de temps, on est vraiment désolé. Nos invités sont encore là. On va prendre une question. Marie-Cécile, tu as peut-être une question des internautes et puis on en prendra une dans la salle. Je suis désolée, on ne pourra pas faire plus. Nos 4 invités sont encore là. Si vous voulez... Marie-Cécile. Est-ce que mon micro fonctionne? On t'entend pas. Toujours pas. Il faut que tu parles bien fort. Oui. Est-ce que le micro fonctionne? On t'entend un peu. Un petit peu, ok. Donc il y a eu pas mal de réactions, de suggestions, de propositions et de questions en ligne. Donc je vais en prendre juste une. La meilleure. Est-ce que tout cela signifie à terme que les industries agroalimentaires n'achèteront plus un potentiel de production via les COP, mais le potentiel d'un sol? Est-ce que finalement on se dirige vers la marchandisation de la fertilité des sols? Intéressant. C'est peut-être une question pour Anne Trombini. Non, je ne crois pas. Je pense que la réalité, c'est qu'on a besoin de s'alimenter, donc on achète toujours des produits. La fertilité des sols, c'est un élément déterminant de cette résilience, de continuer à pouvoir acheter des produits. Donc c'est plutôt un moyen, et donc ça doit être intégré dans toutes les réflexions d'achat. Et c'est pour ça que les acheteurs dans les filières doivent prendre ces éléments en compte pour accompagner l'agriculteur dans son changement de pratique qui va permettre de sécuriser cette fertilité des sols. Mais in fine, on achète toujours des produits. Après, là où je vais rejoindre notamment ce qu'a dit Adrienne, c'est qu'il y a tout un écosystème autour. Il y a des pouvoirs publics, il y a des acteurs financiers qui, eux, vont pouvoir venir ajouter leur contribution à cette transition en s'intéressant à ces dimensions-là, que ce soit le sol lui-même ou les différents indicateurs qu'on a pu voir. Mais à la base, c'est bien un moyen qui permet de sécuriser une production alimentaire. Il ne faut pas l'oublier et c'est très très important. Sébastien Ormegous, vous voulez réagir? Je vais faire un très rapide complément. Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Anne. Par contre, la question de l'impact sur l'environnement mesuré des pratiques agricoles qui sous-tendent ce qu'on va acheter, les matières premières plus ou moins transformées, il va y avoir 2 tendances, je pense. Il va y avoir une tendance de je mesure, je suis bon, donc je peux rémunérer dans le cadre d'une filière, mais il y a aussi la question des conditions d'accès marché. On voit aujourd'hui la PAC qui se modifie de plus en plus. On a aussi des cahiers des charges internes, on va dire des comptes clés pour les grands fournisseurs qui commencent à aller de plus en plus vers cette fertilité des sols, la question des pesticides aussi qui peut être mis en cause avec des listes noires de pesticides à ne pas utiliser, etc. Donc on va forcément avoir un mouvement qui va aller vers ça. Qu'il soit bon ou mauvais, le truc c'est que c'est la tendance aujourd'hui pour venir, entre guillemets, verdir les productions des matières premières agricoles. Voilà, donc ça, il faut pas un bon entrepreneur, il anticipe. Je pense que pour les agriculteurs et les fournisseurs, cette anticipation sur ces demandes est extrêmement importante, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est une tendance marché forte. D'accord. Marie-Cécile, peut-être une question dans la salle? Je te laisse choisir. Merci. 1, 2, 3. Henri Viespéré, je suis agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis vice-président de la FNSEA. Je trouve cette table ronde très intéressante et j'en remercie les acteurs puisqu'on a enfin dit que l'agriculture régénérative, c'était des coûts pour l'agriculteur, c'était des investissements et c'était une prise de risque. Et ça, c'est quand même intéressant. Par contre, pour la rémunération, on parle beaucoup du consommateur. Enfin, on voit bien que par les temps qui courent, il était demandeur de plein de choses et il est en train de s'en détourner complètement sans aucune pensée pour le producteur qui a fait des efforts. Par contre, je trouve on cite les pouvoirs publics qui malheureusement sont d'abord à la tête d'une dette abyssale et de pas quand même beaucoup de moyens, sauf ceux que peut-être ils viendront nous chercher. On ne parle pas beaucoup des entreprises privées et des politiques RSE qui pourraient peut-être investir dans justement l'agriculture régénérative. Oui, ce sera le sujet de la 2e table ronde de cet après-midi. Vous restez? Il faut rester cet après-midi. Une autre question? Oui, Pierre Collet, je suis administrateur de Agri-IT et en même temps je suis producteur dans le sud. Alors moi je sollicite qu'il y ait un arbitrage qui puisse se faire entre toutes les pratiques qui concernent, on a vu l'agriculture conservation des sols, mais aussi tous les labels environnementaux, parce que je trouve que ça va plus vite que la musique. En réalité, l'agriculteur, il est après soumis à de vrais paradoxes. Moi, je prends l'exemple de la HVE. Je suis en agriculture, je suis en HVE.
Et pourtant, le fait de pratiquer ça, je vais même me mettre aux normes au niveau des IFT, notamment des IFT herbicides. On a parlé du glyphosate, où je suis extrêmement limité par rapport à ça. Donc je vais prendre mon tracteur, je vais mettre un intercept pour enlever l'herbe, je vais consommer du CO2, je vais tasser mes sols, et je vais détruire les couverts végétaux que je vais mettre. Donc, et pourtant, la prise économique, c'est que le marché, il est là, il se situe là. Et donc, il faudrait quand même qu'il y ait un conseil, peut-être un grand arbitrage national sur nos pratiques, de telle manière qu'on puisse voir où se trouve la vertu, qui puisse relier l'économie, le durable, le sociétal, et de mettre tout le monde d'accord. Parce que là, après l'agriculteur, c'est celui qui trinque. Parce que c'est celui qui, au bout du bout, va assumer tous les grands paradoxes. Voilà. Sans compter aussi, moi je compare ça à l'agriculture de conservation des sols, mais sous les beaux labels agro-environnementaux, à une belle voiture, avec un beau vernis, une belle peinture, etc. Le moteur, c'est l'agriculteur. Mais il faut aussi du carburant. Et moi, je suis dans le sud. Et le carburant, pour nous, c'est l'eau. Donc, pratiquer de l'agroécologie, avoir des couverts végétaux, il y a une chose, moi, si j'étais dans une autre région de France, j'en ferais beaucoup plus. Mais dans une zone qui est quasiment semi-aride, ça m'est très difficile. Donc, l'accès à l'eau est aussi un supplétif hyper important pour pratiquer de l'agroécologie. Il faut intégrer tout ça dans la balance pour pouvoir que l'agriculteur puisse s'y retrouver. Anne Trombini, cette proposition de Pierre Collin, vous en pensez quoi ? Eh ben, je suis tout à fait d'accord et pour le coup, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. En fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, beaucoup de labels sont sur les obligations de moyens et du coup ne prennent pas justement en compte la nuance qui est nécessaire pour prendre en compte chaque contexte spécifique. Et donc toutes les démarches, alors on en a évoqué plusieurs aujourd'hui, qui sont justement sur la mesure de résultats. Aujourd'hui, il y a au niveau pouvoir public une volonté justement de faire un peu ce tri avec un outil qui s'appelle le Planet Score notamment. Donc en fait, c'est la loi AGEC qui a lancé des expérimentations, mettre en place un affichage environnemental. Donc j'entrerai pas dans le débat de est-ce qu'il faut un Planet Score en plus du Nutri-Score, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça répond bien à ce besoin, en effet, d'arbitrer sur des résultats simples et lisibles pour tout le monde, de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et aujourd'hui, donc ce Planet Score, il est bien avancé dans son développement, il marche très très bien et on a donc une note de AAD et des indicateurs en dessous. Et justement, nous, on l'a testé en lien avec l'indice de régénération, puisque nous, on évalue les résultats des pratiques et on est en capacité de passer toutes les données qui sont réellement mises en œuvre sur la ferme dans ce Planet Score et de le traduire dans une étiquette extrêmement lisible. Et donc, quelque part, probablement, ce qui risque de se passer, c'est qu'avec un outil de ce type, on va justement avoir un peu un tri dans les labels par rapport à l'effectivité réelle des résultats déployés par les agriculteurs sans imposer des moyens. Et certainement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les labels sont toujours nécessaires, mais il y a certainement un peu trop de labels aujourd'hui, un peu trop de dispersion, et l'objectif, c'est de ne garder que ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée par rapport à cet arbitrage-là. Marie-Cécile, il y a une dernière question. Oui. Thierry Mérette. Moi, je suis paysan, producteur de légumes dans le Finistère, administrateur également à Gridé. Allez, je vais aller à l'envers parce que et Genesis me répondra, mais pourquoi tout en anglais là ou quasiment? Voilà, déjà c'est posé. Et ensuite, je vais revenir sur la sémantique, effectivement, où l'expression régénératrice, moi, me dérange profondément. On a le sentiment qu'on a dégénéré auparavant. Alors, aujourd'hui, il y a plein de mots qui deviennent des termes, des tartes à la crème. Vous avez tous parlé de transition. Désolé de mon âge, hein, j'ai dépassé les 60 ans. Mais à l'époque, quand on était en 6e ou en 5e de transition, c'était pas brillant. Donc, mais je vois que plusieurs ont mon âge. Ouais, alors, moi, je vais essayer de vous répondre sur les questions de sémantique. Attendez, j'ai pas terminé. Non, je crois qu'on a également... après, on l'appelle comme on veut. Mais on n'a pas évoqué du tout, lors de cette table ronde, si j'ai dit que j'étais du Finistère, c'est pas pour rien. Je suis producteur de légumes. En 35 ans d'activité, un peu plus, mon sol, en termes de matière organique, est resté le même. Pourquoi ? Parce que j'avais des éleveurs à côté de chez moi.
et qui utilisaient du fumier de bovin, bon, voire du lisier de porc, voire etc. Aujourd'hui, la préoccupation qu'on doit avoir, c'est le devenir, parce que avec tout le mal qu'on dit de la viande, aujourd'hui, la production laitière, production bovine, caprine, ovine, oui, est en train de diminuer en France. Ce qui veut dire moins de matière organique pour nos sols. Et pour moi, ça, c'est le vrai sujet. Ce n'est pas avec des couverts végétaux, etc., qu'on va maintenir. Moi, j'ai fait toute mon activité en achetant. Et alors, j'ai entendu parler d'ACS, etc. OK, mais je suis producteur d'artichauts. Quand vous avez une culture qui dure 3 ans, allez faire de l'ACS. C'est un peu compliqué. Donc, mais ce qui ne m'empêchait pas d'apporter en tête de rotation sur mon artichaut du fumier de bovin et la quantité suffisante pour maintenir. Et aujourd'hui, je peux reprendre les analyses de 1984 et celles de maintenant. Mes sols n'ont pas baissé en matière organique. Voilà ce que je voulais faire comme remarque. Merci. Adrienne de Malré, vous avez une réponse à ce... Alors, sur la partie sur la fumure, je vais peut-être laisser d'autres spécialistes répondre, parce que ça, c'est moins mon sujet. Pour les questions de sémantique, vous avez raison, transition. Alors, moi, dans une autre vie, j'étais journaliste. Donc, vous voyez, les mots qu'on utilise tout le temps, on connaît par cœur, on adore ça, en fait. Parce qu'on résume plein de choses dans un seul concept. Donc, vous avez raison, c'est un peu abusif de parler de transition. En fait, il faudrait parler d'évolution. En fait, nous sommes en constante évolution. Voilà, dans ce mot de transition, on essaie de faire entrer en fait une notion d'urgence, je pense, d'accélération, qui est extrêmement importante, mais c'est vrai qu'on l'utilise de manière tarte à la crème, vous avez raison. Sur l'anglais, c'est très triste et j'aimerais tellement que ce soit en français, mais malheureusement, l'anglais est devenu la langue de la recherche. Donc en fait, on travaille en anglais et je vous rassure, quand il s'agit de mettre les choses en ligne et quand les plateformes sont en ligne, elles sont en français pour les agriculteurs. Voilà, donc c'est le seul point. Sur la partie fumure, en revanche, je ne sais pas si quelqu'un veut... Sur l'apport de matière organique, tu veux... Oui, merci en tous les cas pour le partage. Il y a beaucoup de choses, on va pas faire on va pas épiloguer là-dessus, mais la question de la matière organique, si elle n'a pas baissé, c'est effectivement que vous avez restitué assez de produits végétaux. Un animal ne maintient jamais le taux de matière organique. Ce qui fait que vous avez un taux de matière organique qui tient, c'est la paille qu'il y a dans les fumiers que vous mettez, qui a été exporté d'une parcelle en céréales. Vous ne pouvez pas tenir un taux de matière organique avec du digesta de méthaniseur liquide ou avec du lisier ou des choses comme ça. Donc là où je vous rejoins par contre, c'est que l'animal apporte une forme de cycle qui est intéressante et on a une contradiction entre un mouvement sociétal et puis certaines typologies de culture. C'est un autre débat. Après, je pense que la question de est-ce qu'on a dégradé ou pas, moi j'aime le mot régénératif parce qu'on arrête de dire je veux préserver. Ce que je veux, c'est alimenter un cycle du vivant, et en particulier le cycle du carbone, qui est un peu la mère de tous les cycles avec le cycle de l'eau. Et si je casse ce cycle, à un moment donné, je dégrade. Donc peut-être que chez vous, vous ne l'avez pas cassé, et donc vous avez le sentiment d'avoir quelque chose qui s'est tenu. Moi, je vois quand même sur le terrain, et je travaille en France, en Espagne et en Italie, et depuis 6 ans que je travaille en Espagne, je vous avoue que ça me perturbe à chaque fois que j'y vais, parce que j'ai des sols à 0,2, 0,3% de matière organique. Alors ça pousse, hein. Eau, engrais, phyto, pas de problème. Enfin, je veux dire, la question de la qualité de la production par rapport aux moyens de production, il y a plein de débats qui peuvent se faire. Par contre, le milieu est détruit et très détérioré. Je vois des gens qui passent des coups de rotavator en mois de juillet alors qu'il n'y a rien par habitude. Donc il y a cette forme d'habitude et de culture qui des fois est dans l'inutilité ou des fois il suffit d'arrêter de faire certaines choses. On ne va pas se mettre 2 coups de déchômeur avec l'implantation, j'en mets qu'un. Déjà, j'ai économisé un peu de gasoil et j'ai moins perturbé mon milieu. Donc je pense qu'il y a plein de schémas. Et je pense que la transition, oui, vous avez raison, à la limite, moi je dis souvent, l'agroécologie c'est de l'agronomie du bon sens. À partir du moment où on fait une agronomie du bon sens, même si j'ai pas de label, ça fonctionne. Et à partir du moment où voilà, trop d'excès de travail de sol, trop peu de restitution matière organique, des rotations extrêmement courtes, pas de couverture des sols, on a une décroissance, on a un effondrement du milieu. Ça, c'est quelque chose que j'observe. Donc là, vous avez raison, c'est que si chez vous, vous l'avez maintenu, c'est que vous avez une bonne gestion des matières organiques. Mais ce n'est pas le cas partout. Moi, je vois vraiment des espaces détériorés. Aujourd'hui, ils ont 60, 70, 80 chevaux de plus pour les mêmes façons culturelles, avec les mêmes largeurs d'outils.
au bout de 20 ans de certaines pratiques. Donc ça veut bien dire que ça tire plus. Si j'ai besoin de plus de traction, c'est qu'à un moment donné, j'ai moins de plasticité. C'est l'activité biologique et le taux de matière organique qui a décru. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment être dans la nuance, comme toujours. Je pense que tout rien n'est blanc ou noir, c'est le contexte. Et si chez vous ça se passe très bien, à la limite, c'est top. Merci Sébastien Oumégous. Ce sera Je juste veux revenir sur l'histoire presque le mot de la fin. de la matière organique. Un tout petit mot. Je suis dépendante d'une matière organique animale et en parallèle, on demande à la fois, on sait qu'il y a une réduction de tous les élevages, donc une diminution de cet apport de matière organique, de la disponibilité de la matière organique, et en parallèle, on a également Farm to Fork qui va dire il faut que je ne sais pas quel pourcentage de surface doivent être en agriculture biologique. Et je pense que le manque de matière organique, personne ne se rend compte à quel point il va être fondamental dans les années qui viennent. Déjà, moi, j'ai du mal à en trouver. J'ai été obligée de mettre des trucs qui étaient de la matière organique vue bio et que je ne remettrai pas parce que ça ne me plaît pas. C'était des déchets d'élevage de poules, d'abattoirs de poules. Et pourtant, c'est bien valorisé en agriculture biologique. Il n'y a aucun problème, sauf que ça ne me plaît pas sur le principe. Et il va y avoir un problème de cette pénurie. Ensuite, sur le principe de l'agriculture régénératrice, moi aussi, j'ai du mal avec ce terme sur la partie anthropomorphique, comme si on devait régénérer les sols. On sait très bien que si on laisse la nature, et en fait, ce que je trouve qui manque, c'est le partenariat. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant la meilleure chose, c'est le lien avec le sol. C'est qu'on a un partenariat avec la nature. Et c'est bien tout ce qu'on en a parlé, de savoir écouter. Vous, les agriculteurs qui sont dans cette salle, vous le savez très bien, c'est qu'on est à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. On est dépendant du climat, on est dépendant de l'évolution de nos sols. Et c'est bien ce partenariat et cette confiance, et que je trouve dans un peu cette vision anthropomorphique qui me dérange sur le terme régénération. En même temps, régénération, actuellement, il y a reconquête, renaissance. Donc il y a tout dans le C'est le prochain parti. Alors moi, je pense qu'on peut juste rester sur respect, c'est pas mal aussi. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. On a vraiment beaucoup apprécié toutes vos interventions. Merci pour la qualité de vos interventions.